avec, bien entendu, notre cher Marc Garcia qui est de retour depuis la semaine dernière. Et oui, on est très heureux de le retrouver justement dans le 19h de la place du village en ce lundi 27 octobre avec, on va justement parler des résultats sportifs dans nos pays de Savoie et on va justement prendre la direction tout de suite du côté de l'Autriche ce soir avec notre cher Marc qui apparaît bah voilà, sur ma gauche. Bonsoir Marc. Bonsoir Johan, bonsoir à tous. Bienvenue Marc depuis l'Autriche. De nouveau, ouais, de nouveau depuis l'Autriche. Oui, je suis toujours en fait sur le glacier qui est un tout petit peu, qui est pas très loin de Zolden, Pitztal, où les coureurs Coupe du Monde ont eu l'occasion de s'entraîner avant Zolden. Là, on a eu une journée très compliquée aujourd'hui avec du vent en altitude et de la neige jusqu'à à peu près 1500-2000 mètres. Donc je pense que demain, on a de fortes chances de faire de la poudreuse, comme on dit, en altitude, puisque le glacier il monte à 3440 mètres. Ah oui, donc pas mal de neige également, comme ici dans les pays de Savoie, il est tombé au-dessus de Ouais. 1300 mètres. Et bah également, bah voilà, du côté de l'Autriche également, la neige s'est donc invitée, hein, on peut dire, justement pour ce premier week-end de glisse avec des résultats. Et on va commencer par les dames. Oui, Coupe du Monde à Zolden, les conditions n'étaient pas nécessairement très faciles pour tout le monde, notamment mon ami Siggy Gruner, Hotel Bergland, qui est le président du ski club de Zolden. Donc ils ont pu quand même faire les deux courses. Alors les filles, grande surprise, victoire autrichienne. Vous vous rendez compte que la dernière victoire autrichienne, en tout cas au côté féminin, c'était il y a 9 ans. Donc vous imaginez Oui. qu'en Autriche, chez elle, une victoire, ça a redonné un bon moral à toute l'Autriche, quand même le pays du ski. Et en tout cas, félicitations à eux parce que 9 ans de. Ils ont, comme on dit dans notre jargon, ils ont quand même ramé la falaise. Donc Ah, ils ont je une connaissais belle pas victoire celle-là. hier devant l'américaine Molzan et puis la Ragout, Schifrin qui partait loin, on va dire 20e qui fait 4e. Et puis nos françaises, Clara Direz. Alors on n'a malheureusement pas l'interview des filles. Clara Direz qui n'est plus dans les 15 meilleures mondiales, qui fait une 25e place. Je pense qu'elle elle a fait un bon début sur cette course-là. En général, elle n'aime pas trop Zolden parce que c'est quand même une course particulière. Et puis les autres, Camille Serruti de Rizou, où ma frangine est par là-bas, et qui est malheureusement tombée. Axel Sévrier qui est aussi tombé sur le bas de la piste. Et puis Dorian Escan, qui est l'une des Françaises avec Clarisse Brèche qui fait et le somme géant et le somme spécial. Elle est partie avec un dossard très loin. Elle fait un troisième temps intermédiaire sur le haut. Et malheureusement, elle a perdu un ski dans une courbe, avec des conditions de piste quand même relativement difficiles et délicates. En tout cas, pour autant chez les filles le samedi que encore pire hier chez les hommes, avec une visibilité, une deuxième manche décalée, retardée, avec une visibilité très réduite. Euh, donc voilà, en tout cas pour les filles, une magnifique, je dirais, surprenante victoire autrichienne chez elles. Vous imaginez que le soir, ils ont bien arrosé. Je pense qu'ils ont bien dû faire la fête ce week-end, hein. Oui, bah c'est normal, hein, quand on gagne chez soi, c'est vrai que c'est toujours des beaux moments de partage. On va passer aux hommes cette fois-ci. Par contre, on a des interviews audio et également aussi vidéo. On va commencer par la vidéo ce soir. Marc. Oui, pardon, je ne vous ai pas entendu, Johan. Donc, on va parler donc aux hommes. On va parler des hommes ce soir. Oui, alors les hommes, du coup, on enchaîne chez les hommes. Donc, victoire, on va dire, ça reste presque monnaie courante au Dermat, le Suisse qui regagne devant un Autrichien qui revient après une année difficile, des grosses blessures au niveau du genou. Il s'était blessé à Bormio, ensuite il a eu opération du dos. Marco Schwarz, en fait c'est deux Marco, hein. Hmm. Marco Dermat, Marco Schwarz, devant l'Américain Matt Graff, euh, qui, euh, qui boucle ce podium. Et puis surtout, une belle prestation française avec Thibaut Fabreau qui fait 5e, Fabio Vital qui lui était champion du monde junior l'année dernière et qui rentre pour la première fois dans les 10 premiers en Coupe du Monde. Pintu, notre Pinturo national Hmm. qui revient aussi après blessure,
blessure avec le genou, qui fait une 18e place, et le dernier, Canaferina, Alban, qui fait 25e. Alors après, les autres sont sortis. Léo Angno, on l'a vu en interview, faisait des super chronos avant de tomber. Mais je vous propose d'écouter les uns après les autres. Je pense qu'on va commencer par Thibaut, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait, Thibaut, voilà, qu'on retrouve justement sur cette vidéo. Justement, on va remercier quand même la Fédération française de ski pour les libres de droit pour diffuser ces reportages vidéo, également aussi audio. Il faut quand même souligner, Marc. Oui, alors celle qui s'occupe de ça, c'est une ancienne skieuse de haut niveau qui était en équipe de France, c'est Joséphine Forny, qu'on salue bien. Je remercie en tout cas Joséphine et la Fédération de nous permettre d'avoir ces interviews quasiment en exclusivité. Voilà, c'est quand même bien. Merci beaucoup à eux. On regarde justement ces interviews réalisées. Allons-y, c'est parti. Thibaut, une belle 5e place pour lancer cette saison. On sait que voilà, les 2 dernières semaines n'étaient pas forcément évidentes. Comment tu t'es senti aujourd'hui sur cette course et comment tu es revenu à mettre en place les choses pour la deuxième manche? Tout simplement, voilà, comme tu l'as dit, les 2 dernières semaines ont été très compliquées pour moi. J'ai juste continué à travailler et j'ai rien lâché. J'ai des coachs qui me suivent, une équipe dans l'ensemble qui est là aussi, voilà, pour tirer tout le monde vers le haut. Je fais une première manche avec des bonnes choses et la deuxième manche, je rectifie les 2-3 petites choses qui étaient mal faites à la première. Ça fait une belle course aujourd'hui, je pense, pour s'appuyer dessus sur la suite. Et voilà, content de ça et content du collectif aussi. Comme tu dis, content du collectif, il y a une belle équipe qui se reconstruit avec le retour aussi d'Alexis, Flavio qui monte. C'est chouette de vous voir tous se pousser entre vous, quoi. Ouais, carrément. Flavio qui fait tout simplement une course magnifique. Voilà, à son âge, je pense qu'il y en a peu qui sont capables de faire ça. Alexis qui montre aussi que c'est une légende et que ça restera une légende. Après, il y en a d'autres, voilà, Alban qui fait une 25e place mais qui peut faire encore mieux. Et puis ceux qui sont pas là à la deuxième manche mais qui proposent aussi du gros ski. C'est le collectif qui pousse et ça donne un bon résultat pour certains. Et je pense que c'est une bonne voie pour la suite et pour emmener l'équipe de France le plus haut possible. Merci Thibaut. Merci. Voilà pour cette interview, Marc. Ouais, Thibaut, je l'avais croisé là il y a quelques jours en arrière. Ils étaient sur Pistal, juste à côté où je le trouve. Il préparait tranquillement Zolden. Alors, Thibaut souffre énormément du genou et d'un genou, pardon, et il a eu beaucoup de mal au niveau du dos ces dernières semaines, ces derniers jours. Et en ski, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus marrant, plus cool. Et du coup, entre guillemets, je pense que le fait qu'il ait ces douleurs, le fait qu'il essaie de trouver, d'être bien sur les skis, comme on dit, des bonnes sensations, c'est peut-être ce qui lui a permis de passer au-delà de cette certaine pression sur la première course en début de saison. En tout cas, Thibaut, il fait pratiquement, je pense, de mémoire, l'un de ses meilleurs résultats en géant. Il n'est pas loin du podium, donc c'est encourageant pour Thibaut. Je crois qu'il a lui-même résumé sa journée. Encore une fois, les conditions étaient particulières. Je vous en reparlerai après les interviews sur la qualité de la neige, les choix des skis. Et en tout cas, c'est une belle. On commence la saison quand même sur des résultats comme ça, en tout cas pour Thibaut, pardon. C'est tout bénef, comme on dit. Un bon début, comme on dit, c'est ça. Oui. Un bon début de saison. On va continuer avec toujours les hommes, bien entendu, ce soir dans les 19h de la place du village, avec Alexis Pinturo cette fois-ci, Marc. Allons-y, c'est parti pour Peinture. Allez, on regarde justement toujours ces images fournies par, bien entendu, la Fédération française de ski. Il y a beaucoup de bonnes choses. Il n'y a pas un résultat qui est forcément formidable, dans le sens où je pense que ça aurait pu être un peu mieux. Après, je suis dans un groupe où il n'y a pas eu forcément les centièmes de mon côté, mais je pense que là, c'est pas la question aujourd'hui. La question, c'est plus une très belle première manche. Je pense qu'il y a eu des bonnes choses aussi à la deuxième. Il y a peut-être eu des petites erreurs, notamment dans les lignes. Je me suis probablement un peu trompé dans ce que j'ai mis en place sur la deuxième manche, plutôt vis-à-vis des lignes. Et du coup, j'ai été moins juste, ce qui fait que j'ai aussi du coup pas mal reculé. Quoi qu'il en soit, je pense que si on regarde vraiment cette course et du coup cette course de reprise, je pense qu'il y a beaucoup de positifs parce que c'était clairement pas une course évidente pour moi pour reprendre. Et donc il faut que je prenne toutes ces choses-là et surtout le positif qu'il y a là-dedans.
Voilà pour les réactions d'Alexis Pinturo ce soir dans le 19h. Oui, alors ce qui est intéressant, Peintu qui analyse, bon, il a d'expérience, hein, le palmarès qu'il a, il parle tout seul pour Alexis. Moi, j'en ai une fête, c'est que un fait assez spécifique, c'est qu'il explique qu'il se trompe simplement sur des lignes. Le ski, c'est comme la moto, c'est comme la voiture, c'est-à-dire que c'est des trajectoires. Et quand on a un souci de trajectoire, en général, tout s'amplifie. C'est-à-dire que l'erreur technique, elle peut aussi venir parce que la trajectoire et la courbe n'est pas suffisamment bonne. Alors, ça vous paraît un petit peu hors du temps. Qu'est-ce qu'il va raconter, Marco? C'est que si vous déclenchez suffisamment tôt, si vous êtes bien au niveau de vos lignes, ben derrière, ça vous permet de ce qu'on appelle travailler votre ski toute la courbe en évitant justement un certain nombre de fautes, c'est-à-dire en freinant, en ayant un système de rotation, un système de bascule vers l'intérieur, et qui fait que avec ça, les athlètes, en tout cas Alexis explique, c'est peut-être ce qui lui a manqué, notamment sur la deuxième manche, sachant que la deuxième manche, il y avait quand même des conditions atmosphériques et des conditions de visibilité très très particulières. Il a en tout cas assez sereinement analysé. Je pense que c'est plutôt une bonne course pour lui. Il se remet en confiance. Il est là, il se qualifie pour la deuxième et il prend confiance. Encore une fois, la prochaine course en géant, elle est encore dans quelques semaines. Donc ils ont moyen de travailler, de continuer à travailler, à chercher ces détails de courbe avec évidemment un travail énorme sur le matériel, les chaussures, les skis, les plaques et tout ce qui va avec. Voilà. On va quand même rappeler également, Marc, on peut, bien entendu, ceux qui nous regardent à 19h38, hein, c'est vraiment du direct, hein, il n'y a pas de décalage, commenter, justement, poser des questions à Marc hein, ce soir. N'hésitez pas, il y a quelques questions qui sont arrivées, on en reparlera dans quelques instants après les reportages, les interviews. Donc n'hésitez pas hein, à réagir et poser vos questions à Marc. Il est ouvert, bien entendu, ce soir. Hein, on est tous chez Marc et on est en Autriche avec lui pour l'accompagner. Voilà. Donc n'hésitez pas quand même. Hein, voilà. Vous pouvez donc participer à cette émission. On va continuer, Marc, avec un deuxième résultat. Celui avec de... alors, je crois que vous avez de nouveau un interview. C'est qui vous avez Fabio Vital. Vous avez qui Fabio Vital. Ouais. Alors, on l'écoute et puis après, on analyse. Voilà, on écoute justement Fabio Vital, justement toujours au micro de la Fédération française de ski pour ce son. Voilà. Ta journée Bien sûr, c'est un bilan plutôt positif. Voilà, ça n'a pas été une journée facile de par les conditions, le rapport de cette deuxième manche, voilà. Cette neige aussi, le vent. Donc ça a été un gros challenge de rester dans la course, de rester concentré dans ce qu'on a à faire. Mais je pense que c'est ce que j'ai réussi à faire. Après, bien sûr, on rêverait tous d'arriver en bas du deuxième manche avec du vert, mais je suis énormément content de ce premier résultat. Ça dit beaucoup de choses sur la préparation, sur l'état physique, le matériel. Donc voilà, globalement, c'est une très bonne journée. Comment tu as géré l'attente? Voilà pour les réactions de Fabio également au micro de Fédération française de ski. Alors, il faut rappeler que Fabio était champion du monde junior l'année dernière et souvent, c'est la difficulté pour les athlètes, quel que soit le pays, quand on a été champion du monde junior, passer le cap, on va dire, dans la cour des grands, c'est quand même un problème, en tout cas, pas nécessairement technique, mais en même temps psychologique. Et là, il a su bénéficier des conditions qu'il avait pendant la course. Donc, c'est surtout... je pense qu'au départ de la course, si on lui avait dit qu'il allait finir dans les 10, je pense que là, pour le coup, il aurait signé tout de suite en bas de la page. Donc, satisfaction pour ce jeune. Il bénéficie, comme il a dit, d'un bon groupe avec les anciens qui sont là. Mais surtout, une 10e place, on signe tout de suite en bas de la page hein, pour une première début de saison comme ça à Zolden. Non, je crois qu'il a expliqué lui-même, il a su l'analyser, donc tout a relativement, à mon avis, très bien fonctionné. Donc maintenant, ça va être de se remettre au travail, de continuer ce qu'ils ont mis en place avec des pistes différentes, des conditions de neige différentes pour essayer
de progresser et de rentrer encore plus près des 15 meilleurs mondiaux, voire peut-être de se rapprocher des podiums. Voilà. Voilà pour les réactions de Marc. On va écouter également aussi une dernière interview, cette fois-ci, c'est celle de Alban. Oui, alors on l'écoute, Alban Canaferina. Voilà, on l'écoute justement, puis on réagit juste après avec Marc. Beaucoup mieux, je pense que je fais un ski plus propre. Faudra que j'analyse la vidéo, je comprends pas trop pourquoi je suis aussi loin à la manche. Je pense que j'ai été encore un peu timide dans le mur à vouloir un petit peu remonter, quelques fautes avec ce haut du corps. Néanmoins, c'était dans la bonne dynamique, c'était du ski plus simple, plus sûr. Pour un premier Zolden, je prends entièrement. Ta finale, il te convient? On en veut toujours plus, ça c'est sûr, mais oui, là, dans la situation dans laquelle j'ai arrivé ces derniers temps, je suis vraiment content. Je veux voir que le positif aujourd'hui, je m'appuie vraiment là-dessus. On voit avec les gars que ça skie fort. C'est facile de se dire à l'entraînement quand il y en a un chaque jour qui gagne les chronos, mais c'est encore mieux de le voir en vrai. J'espère que Thibaut, ça va le mener le plus loin possible. Voilà pour les réactions, Marc. On retourne en Autriche avec Marc, justement. Oui, Alban qui analyse sereinement. Je pense qu'il est satisfait de cette 25e place. Donc, il y a encore des choses à travailler avec certitude. Mais bon, je crois qu'il fait un premier géant de Coupe du Monde, serein, 25e. Donc, il marque des points Coupe du Monde, ce qui est le plus important. Et qui fait qu'il y a encore une fois une belle dynamique de groupe chez nos géantistes français, sachant que Léo Agneau était très très vite avant de tomber sur l'intérieur en bas du mur, et que, y compris les autres. Donc il y a une belle équipe de géants. On avait écouté Fred Perrin ainsi que Kevin Page, et aujourd'hui ils ont toutes les raisons d'être satisfaits de l'entraînement qu'ils ont eu pendant l'été et l'automne. Et non, c'est bien, c'est une belle. Je pense que c'est une belle journée pour le ski français hier. Voilà, une belle journée, bon premier week-end alors, du coup. Exactement. Alors, on aurait aimé nettement mieux chez les femmes, mais en tout cas chez les hommes, une belle, vraiment de beaux résultats d'ensemble d'équipe. Oui. Voilà, de beaux résultats. Marc, on va réagir en direct avec les commentaires de ceux qui nous regardent à 19h43. Merci de nous retrouver. Également, on va donc retrouver justement cette question de Florence Menella qui nous dit bonsoir Marc Garcia, ce week-end les experts Coupe du Monde chez nos confrères d'Eurosport ont tenté de nous expliquer comment les skieurs asiatiques obtenaient leur qualification en Coupe du Monde. Je n'ai pas compris leur explication, dit-elle. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer à nouveau comment les Japonais coréens arrivent à prendre un départ, car apparemment Florence n'a pas du tout compris nos confrères d'Eurosport. Oui, alors, pour vous expliquer, par rapport au dossard, on a vu un Japonais qui partait 38 et on se dit, ce gars-là, ce mec-là, on ne l'a jamais vu, on ne sait pas ce qui se passe. En fait, vous avez, pour le classement mondial, vous avez des classements WVSL, c'est-à-dire que vous avez des points Coupe du Monde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour le premier géant de Coupe du Monde, il y a un point, le premier a 100 points, et vous avez un classement qui fait que pour les 60 meilleurs au classement WVSL, ce sont les prioritaires. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle des Coupes d'Europe, sur l'étage en dessous. Vous avez l'équivalence des Coupes d'Europe. Donc les Coupes d'Europe, évidemment, vous l'avez compris, c'est en Europe. Ensuite, sur le continent américain, ainsi que la Nouvelle-Zélande, l'hémisphère sud, ce qu'on appelle l'Argentine et le Chili, c'est ce qu'on appelle des Continental Cup. Et de l'autre côté, donc Japon, Asie, Japon, Corée, Chine, vous avez ce qu'on appelle les Far East Cup. Et quand les gens gagnent ce genre de compétition, on a des minimales au niveau des points FIS, c'est-à-dire des points FIS qui sont de 15 points FIS. Et celui qui va gagner un minima on va dire en Far East Cup, donc du côté Asie, il a un classement, il a des points qui lui permet d'accéder à un classement mondial très intéressant. C'est-à-dire que vous avez les 30 meilleurs mondiaux qui sont là. Ensuite, vous avez ceux qui ont 500 points Coupe du Monde, comme par exemple Clément Noël dans d'autres disciplines, par exemple en vitesse. Donc, c'est les premiers qui rentrent au niveau comment on appelle ça, des dossards. Et après, vous avez ceux qui ont gagné le classement général ou en tout cas la discipline du somme géant en Coupe d'Europe. Même chose
Continental Cup, donc sur ce que j'ai expliqué, États-Unis, Canada, Hémisphère Sud, Nouvelle-Zélande, Australie, et même chose pour le côté Asie. Donc ce Japonais a gagné des compétitions sur les Far East Cup en Asie, et c'est ce qui lui permet d'avoir un dossard aussi bon. Est-ce que vous avez bien compris, même vous, Johan? Oui, mais je vous écoute justement, j'ai en train de vous écouter sans C'est ça le vos principe explications. de dossard. Voilà. C'est vrai, hein, c'est toute une histoire de dossard en fait. Exactement, c'est toute une histoire de dossard. Et vous ne pouvez accéder à ces dossards que si vous avez ce qu'on appelle les minima dans la Coupe d'Europe, la Far East Cup en Asie et le côté Continental Cup, je vous le répète, Argentine, Chili, Amérique et Canada, pour ne pas les oublier. Voilà. Voilà. Deuxième question, Marc, attention depuis YouTube, hein, à 19h47, avec Grand Appareil, hein, justement, qu'on a retrouvé la semaine dernière, qui explique, demande des questions justement pour vous. Lors du grand, slalom homme, le commentateur TV expliquait que le tracé était de 26 mètres. Peux-tu nous expliquer, mon cher Marc? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est justement? Je ne connais pas. Moi, ça fait l'occasion de connaître. Vous connaissez pas. En fait, c'est les distances. Il y a un règlement international que dans toutes les disciplines, vous avez en slalom géant, en tout cas pour hier ou avant-hier chez les filles, vous avez des minima de distance entre chaque porte. En géant, c'est ce qu'on appelle des banderoles. Vous avez 2 piquets et une banderole. Donc, entre une porte intérieure et la porte suivante, on parle de distance. C'est-à-dire que là, on dit que en géant, en théorie, chez les hommes, on peut tracer de 18 mètres d'intervalle entre chaque porte et voire peut-être même 30 mètres, voire plus, parce qu'il y a un coefficient de nombre de portes en fonction du dénivelé et de la longueur de la piste. Alors ça vous paraît un petit peu, c'est quoi ce bazar? Mais en fait, je vous ai expliqué, c'est que souvent, là on a dit hier, de porte à porte, il y a 27 mètres. D'accord? C'est facile à comprendre pour vous. Il y a 27 mètres. Alors ils ont ce qu'on appelle des télémètres qui mesurent. On dit le gars, il peut tracer à 27 mètres, mais il peut tracer à 25 mètres, il peut tracer à 30 mètres, il peut aussi tracer à 20 mètres. Tout dépend de la configuration de la piste. Mais ce qui est important de savoir, dans la forme de tracé, alors je vous ai pris un petit, en plus c'est marrant parce que j'avais préparé, j'ai un petit câble ici, et si vous voulez, de là jusque là, je peux dire que j'ai 27 mètres. Jusque là, vous l'avez compris, Johan. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire 27 mètres? C'est-à-dire que nous, les entraîneurs et les traceurs, quand on trace, la Fédération internationale, ils parlent de ce qu'on appelle l'offset, c'est-à-dire de quelle façon vous le placez latéralement. C'est-à-dire que ici, je suis dans l'axe de la pente, je peux très bien ici être à 27 mètres, mais vous voyez que je ne suis plus du tout dans le même axe de la pente. Oui. Je peux aussi être encore plus de ce côté-là. Alors, donner qu'un chiffre de 27 mètres n'a aucune cohérence parce que votre slalom géant ou votre slalom spécial, il peut plus ou moins tourner. Et dans la Fédération internationale, nous, les entraîneurs, nous avons, quand le traceur a fait son tracé, on a obligatoirement les 2 paramètres par GPS. C'est-à-dire qu'on a la distance, vous l'avez compris, 27 mètres, mais après, c'est ce qu'on en fait au niveau latéral, de la droite vers la gauche. C'est-à-dire que soit vous avez une épreuve qui tourne beaucoup ou une épreuve qui est beaucoup plus dans l'axe de la pente et qui va plus vite. Alors, ne donner qu'un élément, c'est difficile d'analyser parce qu'il faut impérativement, vous l'avez compris, au niveau de donner les 2 éléments parce que votre forme de slalom, ça peut aller, on va dire, plus ou moins vite ou plus ou moins tournant. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? D'accord. Les bonnes explications pour ceux qui... Et puis nous également, on apprend également aussi... Voilà, alors, c'est pareil dans toutes les disciplines. Hein. C'est pareil en descente, c'est pareil en super G, c'est pas en géant, mais pareil en slalom. Il y a des distances minimum et maximum. En slalom, classiquement, les gens disent « moi, je trace à 10 mètres », mais ça ne veut rien dire. Parce que vous l'avez compris, mon balancier, il va vers la droite, vers la gauche, et je peux avoir une forme de tracé plus ou moins difficile à appréhender en fonction du format du terrain. D'accord, voilà, les bonnes explications. Le pourquoi du 26 mètres, voilà pour les réponses pour ceux
justement qui nous regardent. Et dernière question, Marco, de la part de Facel Vega 75 qui nous regarde sur YouTube, hein, sur votre écran de télévision sûrement. Bonjour, pourrait-on nous attendre à un podium Grand Slalom pour les jeunes espoirs français cette année? Là, j'ai bien compris, on parle de slalom. Ouais. Alors là, ouais. plus... bon, là, alors du coup, nous, on était en slalom géant. Ouais. Maintenant, en slalom, pour nous, dans un jargon technique, quand on parle de discipline, quand on dit slalom, pour nous, c'est du slalom spécial. C'est ce que fait classiquement Clément Noël, pour vous situer. Ensuite, là, on a vu hier un slalom géant, et après, vous avez le super géant et la descente. Donc, en slalom spécial, il faut voir, il y a une jeune équipe qui arrive. On va voir de quelle façon. Moi, je ne les ai pas aperçus sur les différents glaciers. Je ne sais pas quelle a été, je dirais, la stratégie d'entraînement. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a les leaders devant, en tout cas en slalom, qui sont Clément Noël, Victor Jandet, Léo Angnaud, Paco Rassa. Il y a quand même une équipe de slalom qui tient assez bien la route. Donc ça, c'est toujours des éléments très intéressants dans chaque équipe. Quand vous avez des leaders qui sont là, et ben, ça draine les jeunes derrière. On va voir déjà ce qu'ils seront capables de faire dans les compétitions internationales, ce qu'on appelle nous les fils, voire même des Coupes d'Europe, et potentiellement pour certains, peut-être accéder à leur première Coupe du Monde. Mais encore une fois, c'est toujours, ça demande du métier, du travail, et en tout cas aujourd'hui, il y a une équipe qui arrive derrière. On va voir pendant l'hiver ce que ces jeunes nous réservent. Voilà, c'est que le début. Hein, voilà, la saison commence tout doucement. Hein. Voilà. Alors, voilà, moi, j'ai d'autres informations que vous n'avez pas. Alors, vous savez que l'homme de terrain que j'appelle souvent, c'est Philippe Petitjean, le technicien, entre guillemets, de la marque Rossignol, qui s'occupait de beaucoup d'athlètes, Christophersen, Ramon le Suisse, et maintenant il est avec les Italiens. Je l'ai appelé pour avoir les informations sur le matériel et sur la qualité de la neige. Alors Zolden, ce n'était pas une neige glacée, très dure. C'était une neige qu'on appelle plutôt agressive, une neige qui accrochait bien. Et c'est pour ça qu'on a vu beaucoup d'athlètes sortir, ce qu'on appelle tomber sur l'intérieur, parce que quand on a une neige très glacée, verglacée, ben, on est relativement bien posé, ce qu'on appelle son ski extérieur ou le ski aval. Et de ce fait, techniquement, quand la neige est beaucoup plus agressive et qui accroche plus, ils ont un petit peu tendance à en rajouter, ce qui veut dire qu'ils repartent trop vite sur le ski amont. Et c'est pour ça qu'on a vu beaucoup de chutes chez les garçons, mais aussi chez les filles, parce que cette qualité de neige était pratiquement bateau pour eux. La difficulté qu'il y a eu, notamment hier chez les hommes, c'était un problème essentiellement de visibilité qui est pas facile à appréhender pour tous les skieurs. Alors, encore une fois, les meilleurs sont devant, soyons clairs, mais c'était l'une des grandes particularités sur la qualité de neige et sur la préparation de ski. Alors, je vais rentrer un peu plus en détail là, Johan. Chez les marques, il y a différentes qualités de longueur de ski possibles. On a le maximum autorisé en géant, c'est un 198, 1m98, et le minimum, c'est 1m88. Mais entre-temps, les marques ont des longueurs différentes, c'est-à-dire que vous avez un modèle ou plusieurs modèles de 191, de 193. Et aujourd'hui, la plupart des marques avaient travaillé sur des longueurs de 1m98, et là, en général, ils avaient tous des 1m93, sachant que dans ces longueurs-là, ils ont différents modèles de ski, c'est-à-dire qu'ils ont 3, 4, 5 modèles dans cette longueur-là. Comme en Formule 1, on a différentes qualités de pneus. Vous me suivez toujours, Johan? Oui. Et il y a certaines marques, par exemple comme Ed ou comme Stockley avec Odermatt, qui, eux, ont joué sur différentes longueurs de ski aussi, et que, en fonction de ce qu'ils avaient à la première manche, est-ce qu'ils conservaient les mêmes skis ou ils choisissaient d'autres longueurs de ski avec d'autres, ce qu'on appelle des cotes particulières, pour leur permettre d'être le plus performant possible. Alors là, je vous parle vraiment, là on est vraiment dans le monde de la Formule 1 du ski. Et c'est important de le savoir parce qu'un résultat analysé simplement, oui,
Mais il faut tenir compte de tous ces éléments-là pour être cohérent et donner une information pour les professionnels, mais en même temps, essayer que vous puissiez vous-même comprendre le tenant et les aboutissants de notre métier. Voilà pour les explications très pointilleuses de Marc, hein, c'est très intéressant. Et puis également, on nous pose une dernière question il y a un instant, hein, 19h56, hein, pour ceux qui nous regardent, avec Florence Menella également sur Facebook, qui nous demande les protèges tibia ont-ils disparu? Alors, ce n'est pas tellement des protèges tibias. Alors, alors c'est marrant parce qu'on me pose la question et je crois que je vous ai envoyé des photos tout à l'heure, je crois. Oui. Et en fait, je vais essayer de vous expliquer. En fait, depuis l'année dernière, voilà, ça paraît. C'est ce qu'on appelle des orthèses. C'est-à-dire que c'est des protèges, on va appeler ça des protèges tibias. C'est des choses qui sont en carbone, qui coûtent très très cher et que les athlètes utilisaient. Et la fille s'est rendue compte qu'il y avait une dangerosité parce qu'en fait, vous augmentez le bras de levier, vous voyez, donc vous l'avez sans les chaussures de ski. Et donc, aujourd'hui, c'est une grande discussion sur ce produit-là, qui est un produit avec des matériaux carbone, mais ils essayent aussi de travailler sur des produits beaucoup plus souples. Aujourd'hui, c'est une grande discussion parce qu'en général, ce genre de produit, Johan, c'est utilisé pour des gens qui se sont fracturés les tibias ou qui se sont abîmés l'avant du péroné et qui ont eu des difficultés de rééducation. Et c'est ce qu'on appelle des orthèses, c'est-à-dire des systèmes qui permettent à certaines personnes de reprendre l'activité du ski parce qu'ils souffrent énormément de douleurs, surtout péronéo-tibiales. Et là, dans le domaine du sport de haut niveau, dans le domaine du ski, ces neiges artificielles qui sont assez particulières, ces neiges de culture, pardon, c'est qu'à force de s'entraîner dessus, vous avez sur la partie de l'avant du tibia et du péroné, c'est que vous avez ce qu'on appelle des périoslites. C'est-à-dire que vous avez une inflammation du périos. Et là, quand vous avez ces vibrations qui vous arrivent de la chaussure, et notamment du ski, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'êtes plus en état de pouvoir skier. C'est tellement douloureux. Alors, c'était une façon, au départ, médicale qui pouvait être utilisée chez les athlètes de haut niveau, mais pas que. Et on s'est rendu compte que ça amenait énormément de précision et de technicité, voire même, Johan, de dangerosité. C'est-à-dire que comme vous augmentez, vous le voyez là, vous augmentez le bras de levier. Alors, dans les épreuves de vitesse, descente, super géant, mais aussi descente super géant, mais aussi en géant, c'est-à-dire que du coup, quand vous arrivez avec cette nouvelle forme de ski et que vous avez ces utilisations de matériaux qui ne sont pas attenants à la chaussure de ski, on peut considérer que ce n'est pas autorisé. Donc aujourd'hui, c'est le débat de savoir si ce produit-là, il est toujours autorisé en fonction des douleurs tibiales que certains athlètes ont. C'est encore un débat sur la sécurité, parce qu'in fine, il y a un souci sur la sécurité quand on va très vite. Voilà, on en reparlera dans les prochaines émissions de la sécurité. On en parle beaucoup et c'est même des fois repris par les grosses chaînes de télévision comme Eurosport et autres. Alors, pour la petite histoire, vous me parlez de sécurité. Vous savez qu'à l'automne, il y a eu un Italien qui s'est tué en hémisphère sud, malheureusement, il s'est tué en vitesse. Et donc, la fédération italienne a décidé qu'il fallait modifier les protections des pistes et vraiment avoir vraiment une constante absolue sur quand on s'entraîne. Parce que le problème d'une Coupe du Monde comme Zolden, c'est que tout est organisé, la sécurité est en général parfaite, bien que sur les endroits où il y a des échauffements, il y a encore des choses à améliorer. Mais dans les périodes d'entraînement, quand on va dans telle station, c'est une discussion entre les équipes et la station. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune possibilité de mettre une pression sur une station qui met des filets ou met pas des filets. Et après, c'est au bon vouloir des équipes, en fonction des budgets que l'on a, et de la possibilité de protéger avec des filets, avec des matelas et bien d'autres choses encore. Les Italiens, sur ce, avaient décidé qu'en Italie, pour tout entraîneur, pour tout technicien, il était impératif
notamment d'avoir un port de casque. Ah. Sans quoi, il y avait une amende. Ah oui, carrément. Incroyable à Zolden, Ah oui. on a vu que de l'autre côté de la frontière, il y a quand même des mecs qui sont pointés et qui n'avaient même plus de casque et plus rien du tout. Donc là, ça va être encore des débats. Qu'est-ce Oui. qu'on met en place au niveau de chaque pays, mais de quelle façon on met en place des règlements qui protègent évidemment les athlètes, ça c'est le premier pas, mais que le staff à côté, le technicien, l'entraîneur et j'en passe, ont une obligation déjà d'avoir un port de casque, de se comporter d'une manière particulière sur les stades d'entraînement et d'échauffement. Il y a les 3-4 lignes sont côte à côte. Il y a un peu tout le monde au milieu. Je pense qu'il va falloir faire un tri sur un problème de sécurité par rapport, comme je viens de vous le dire, sur un port de casque. Pour moi, le monde de la montagne aujourd'hui et le monde du ski en général, nous devons tous, le moniteur de ski, l'entraîneur, les gens qui sont sur les pistes de ski, les professionnels, pour moi, ont un devoir absolu de porter un casque. Déjà pour eux, mais de montrer l'exemple aux gens à qui on dit vous devez porter un casque. Oui, déjà, voilà, montrer l'exemple, c'est ça le mot. Ça me paraît quand minimum. Même indissociable et important de montrer l'exemple d'une manière la plus cohérente possible. C'est pas, je vous rassure, hein, c'est pas non plus quand il fait très chaud d'avoir un casque, c'est pas le plus marrant non plus. Mais Non, c'est sûr. Voilà. Voilà pour ces réactions à vos commentaires. Vous étiez très nombreux ce soir à nous suivre. Merci beaucoup Marc pour cette rubrique sport en ce lundi. On va se retrouver dans la semaine, Marc, pour la suite un petit peu. Oui, sachant que là, il y a alors les prochaines Coupes du Monde, c'est Lévis en Finlande. De mémoire, c'est le 15 et 16 novembre. C'est la grande classique de slalom, les filles et les garçons. Et ensuite, ce sera de retour en Autriche, à côté de Zolden, over Google, où il y a un slalom spécial femmes et un slalom spécial hommes. Et après, ce sera destination Amérique du Nord, États-Unis, pour du super G et géant et slalom, hommes et femmes. Voilà, un beau programme. Merci beaucoup, Marco. Alors, j'ai juste quand même un truc incroyable à vous dire. Oui. C'est que pour l'une des toutes premières fois, nos amis autrichiens, pour ceux qui parlent français, nous suivent sur la place du village en Autriche. Ah, ça c'est beau. Ah voilà, et vous voyez comme quoi nous, on est partout finalement, dans tous les pays. Ouais, non, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Je les salue. Oui. C'est Georges Oldrigel avec sa femme Christa qui ont été des grands démonstrateurs du Bund, je pense, Autriche, à Saint-Anton, et qui parlent aussi français et qui aujourd'hui se disent bah, tiens, c'est cool, on va essayer d'écouter les débriefs de la place du village. Bah voilà, bienvenue à eux, bienvenue à l'Autriche pour qui rejoignent justement la place du village. Voilà, c'est ça aussi, bien entendu. Nous, on parle de tout dans la place du village. On parle de ce qui se passe dans les pays de Savoie, dans le sport également, avec surtout le ski qu'on met beaucoup en avant, Marc. Bah, en tout cas, moi, j'essaie de vous suivre. Hein. C'est vous qui tirez les ficelles entre vous et les jumeaux. Il ne faut pas les oublier, les deux chefs là-haut. Jean-Noël, qu'on salue, et Philippe, il faut quand même les saluer aussi. Hein. C'est eux qui dirigent. Ah oui, attention, moi, ça rigole pas. Voilà, merci beaucoup, Marc. Bonne soirée à vous et on se retrouve dans la semaine pour la suite de l'actualité de la glisse avec la place du village. Quand vous voulez, Johan, évidemment. Alors demain, je vous rassure, je ferai de la poudreuse pour vous tous. Hein. Voilà, ça, il fera ça rien que pour nous. Voilà. on pourra peut-être retrouver quelques vidéos sur les plateformes. Des fois, Marc poste quelques vidéos. Merci beaucoup, Marc, depuis l'Autriche avec le 19h Sport. Belle soirée à vous. Merci, Johan. Bonne soirée à vous tous. Ciao, ciao. Voilà pour cette rubrique sport donc du 19h de la place du village à retrouver régulièrement en direct dans cette émission. Puis également aussi, vous pouvez revoir, bien entendu, cette rubrique du 19h sport dès demain sur l'ensemble de nos plateformes de la place du village en replay. Et également aussi à retrouver aussi sur notre chaîne de télévision, la place du village TV, disponible sur YouTube, en télévision, en tablette et en smartphone pour pouvoir retrouver la place du village 24h sur 24 et 7 jours sur 7.